Salut, est-ce que vous êtes déjà tombé sur cette vidéo? On y voit Mickey avançant bizarrement, triste. C'est pas un montage ce que vous voyez là, c'est une vraie vidéo produite secrètement par Disney. Mais cette vidéo là, qui s'appelle Suicide Mouse, cache un truc bien plus sombre. D'ailleurs c'est le thème d'aujourd'hui, l'iceberg et la face cachée sombre de Disney. Pourquoi j'appelle ça un iceberg? C'est une métaphore. Au fur et à mesure que la vidéo avancera, nous descendrons de plus en plus profond dans la face immergée de l'iceberg. Plus on descendra, plus les événements racontés seront sombres et terrifiants, explorant des théories, faits divers et affaires bizarres au sujet de Disney. Parce que oui, je suis persuadé que là, si je vous demande est-ce que vous connaissez Disney, la totalité des commentaires sous cette vidéo seront oui, évidemment. Eh bien, on verra si vous aurez toujours la même réponse lorsque vous descendrez dans les profondeurs de l'iceberg. Des vidéos étranges, la mort bizarre de son fondateur, des dessins animés basés sur des contes bien plus effrayants, voilà ce qui vous attend dans cette vidéo. En parlant de ça, j'imagine que vous avez vu que l'iPhone 15 s'apprête à sortir, à une valeur de presque 1500 €. Eh bien sache que en réalisant un clic, tu peux en recevoir un chez toi, gratuitement. Alors je te propose, tu prends 2 secondes, tu cliques sur le petit lien en description et tu installes le jeu Dice Dreams. Ça te prend 5 secondes et tu seras bien content dans quelques jours de recevoir un message de ma part t'offrant un nouvel iPhone 15. Parce que oui, Dice Dreams me permet d'organiser l'un des plus gros concours de ma chaîne. Et ça c'est fou. Le plus fou dans tout ça, c'est que vous avez pas besoin d'inscription particulière. Pas 10 000 formulaires à remplir, non. Juste, tu cliques sur un lien et tu télécharges un jeu gratuit. C'est tout. En plus de ça, les 1000 premiers qui téléchargeront le jeu via mon premier lien en description auront un accès VIP à mon prochain canal Instagram et Discord. Je vous ajouterai même en ami proche sur Instagram. Vous verrez toute ma life, c'est bon? Vous pourrez discuter avec moi, on se fera des sessions de jeu ensemble. Vous pourrez même m'envoyer votre évolution sur le jeu et je réagirai à vos royaumes. Ça va être incroyable. Le principe du jeu est simple. Tu construis ton royaume, tu étends ton empire et tu attaques celui de tes ennemis. C'est bon, c'est satisfaisant et personnellement, je suis en plein kiff. D'ailleurs, vous recevrez même des cadeaux mystérieux lorsque vous atteindrez le royaume numéro 3 d'une valeur de 5 €. Et lorsque vous atteindrez le royaume numéro 15, vous recevrez des cadeaux d'une valeur de 10 €. Bref, je te laisse 5 secondes. Fais-toi plaisir. Évidemment, pour être sûr d'être sélectionné parmi les participants, montez niveau 5 sur le jeu. Je t'attends dès ce soir dessus. Mon pseudo dessus, c'est Noah Dorian. Ajoute-moi. Je t'attends. C'est bon? Alors on reprend avec la vidéo. Comme la plupart des grands studios, que ce soit d'animation ou de films, Disney a dû remasteriser et numériser un grand nombre de ses films. Des vieux films en noir et blanc ont également été numérisés afin d'en faire un DVD. Mais personne, au moment de l'archivage, était prêt à tomber sur cette vidéo. En effet, cette vidéo-là cache un terrible secret. Elle est vraiment horrible. En fait, tout a commencé lorsqu'un des employés a numérisé une petite vidéo qui n'était censée durer que 1 minute et demie. Il était pas prêt. Déjà, ça commençait mal. Il s'est vite rendu compte que la vidéo faisait en réalité 9 minutes. Comment cela pouvait être possible? Personne réalisait ce genre d'animation bizarre pendant 9 minutes. Comme cet employé était en charge de regarder les vidéos dans le cadre de son travail, il l'a regardé. En vrai, la vidéo n'est pas super intéressante, du moins au début. On voit juste Mickey qui marche dans la rue devant des bâtiments. Mais déjà, une chose me choque. Ouais, la musique est plutôt étrange, et c'est la musique originale que vous entendez là, c'est pas un montage. Et Mickey est plutôt bizarre. En général, c'est un personnage très souriant, toujours avec ses amis, qui ne se plaint de rien. Là, il ne parle pas. Il marche, seul, dans la rue, avec un regard triste. Et ça pendant 1 minute 30 avant que la vidéo devienne noire. En effet, la vidéo est noire durant quelques minutes, jusqu'à la 6e minute. Là, la vidéo reprend. Mais il y a du changement. Mickey marche toujours dans la rue, mais il a un sourire effrayant sur le visage. Autour de lui, le paysage commence aussi à changer. Les bâtiments, les fenêtres commencent à se briser, et la musique... On entend des sortes de gémissements. Ce n'est plus du piano comme dans la première partie, non. On entend vraiment des pleurs. Le sourire de Mickey est de plus en plus malaisant. Quelques secondes plus tard, les yeux de la souris deviennent blancs, et les pleurs se transforment en hurlements. Hurlements pires que dans tes cauchemars les plus effrayants. L'image devient de plus en plus sombre et Mickey est de plus en plus flippant. Son visage se déforme, des scènes apparaissent sous ses yeux, c'est horrible. Le simple fait d'en parler me donne des frissons et on n'est que tout en haut de la partie immergée de l'iceberg. C'est ça le pire. Qui pourrait regarder ça sans être gêné? C'est trop chelou. Imaginez que là, il y a un mec qui a animé ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache là derrière? À ce moment-là, l'employé qui était en charge de regarder la vidéo n'a pas pu la continuer, tant il était mal. Il a demandé à une autre personne, sans doute un de ses subordonnés, de regarder la fin de la vidéo et de noter tout ce qu'il se passait. Il nous restait quelques dizaines de secondes de vidéo, donc pas grand-chose. Mais on dit que l'employé qui a regardé la vidéo est ressorti complètement choqué et très mal. Il a murmuré à plusieurs reprises « La vraie souffrance est inconnue ». Ce qui est encore plus bizarre, c'est ce qui va se passer après. En effet, le second employé qui avait terminé la vidéo a pris l'arme du vigile. Il se l'est pointé sur sa tête et il s'est donné la mort. Depuis ce jour-là, plus aucun employé n'a le droit d'essayer de se la procurer, sinon il se fait licencier. Personne ne saurait ce qu'il y a après les 8 minutes de vidéo. La dernière image de ce film serait une page en russe avec écrit « L'enfer ramène à lui tous ceux qui le voient ». Ouais, c'est ce qu'il y a écrit sur
la dernière image du petit film de 9 minutes. Et j'imagine que vous voulez avoir des réponses à cette question, hein. Et je vous rappelle qu'on est encore une fois tout en haut de l'iceberg, on n'est pas encore descendu là. Bien entendu, vous imaginez bien que cette histoire a fait le tour du monde, et que des fanmades de ces vidéos sont maintenant trouvables sur YouTube. Elles ne sont sans doute pas aussi effrayantes que l'original, mais pour en avoir regardé une ou deux, je peux vous dire que je me sentais vraiment pas bien après ça. Je vous conseille vraiment de pas la regarder si vous voulez pas non plus être traumatisé. Elle est horrible, et elle met vraiment dans un état d'angoisse profond. Mais alors, est-ce que cette histoire est vraie ? Ou est-ce une simple légende bizarre sur Disney? C'est très certainement une légende urbaine. Néanmoins, cette légende a dû émerger de quelque chose, et ce quelque chose, je ne sais pas ce que c'était. Est-ce qu'une copie originale de cette vidéo a vraiment existé? On n'en sait rien, malheureusement. La mort bizarre de Walt Disney. C'est parti pour aborder l'un des sujets les plus controversés de l'histoire. La vie, et surtout la mort bizarre de Walt Disney. Walt Disney, toujours connu aujourd'hui, alors qu'il est mort il y a près de 60 ans maintenant. Eh bien, pour le découvrir, laissez-moi vous expliquer là où tout a commencé. Walter Elias Disney est né à Chicago en 1901. Son père est charpentier, mais il a un peu de mal à faire tourner son entreprise à cause de ses problèmes de santé et économiques. Avant même ses 10 ans, il travaillait dans l'entreprise de son père, et se levait à 4h30 du matin tous les matins. D'accord? Toi tu te plains parce que tu te lèves à 8h, lui se levait à 4h, c'est bon pour toi. À force de persévérance, il a réussi à entrer dans des études de dessin quand il avait 16 ans, tout en cumulant 2 emplois, facteur remplaçant et portier dans le métro. Mais le temps passe. Pendant la Première Guerre mondiale, comme il ne peut pas s'engager dans l'armée parce qu'il est trop jeune, il trouve un emploi en tant que vendeur de friandises dans des trains. En 1918, il pourra s'engager dans la Croix-Rouge et passe 1 an en France, jusqu'en septembre 1919. Après ça, il sera embauché pour créer des animations publicitaires. C'est là qu'il commence à créer ses propres courts-métrages d'animation. Malheureusement, la société qu'il emploie dépose le bilan en 1923. Ouais, il a pas eu de chance. Son démarrage, il est un peu catastrophique, hein, vous allez le voir. Et ça aura un impact pour la suite, c'est pour ça que je vous le raconte. C'est là qu'avec son frère, il va créer une petite société d'animation dans le garage de son oncle, Disney Brothers Studio, qui deviendra quelques années plus tard Walt Disney Studio. C'est fascinant, n'est-ce pas? Rien que dire ce nom, moi ça me fait un peu frissonner, je suis trop fan de l'univers, j'adore. Mais je suis un petit peu moins fan de ce que j'ai découvert. Après la création d'Oswald, le lapin chanceux, autour duquel il a pas mal de polémiques, notamment des animateurs qui ont quitté les studios à ce moment-là, et il s'est fait voler sa création. Walt s'associe avec UB Werks pour créer le personnage de Mickey Mouse, qui est d'abord appelé Mortimer Mouse. Ouais, c'est clairement moins sexy. Malheureusement, Werks quitte les studios quelques années plus tard au profit d'un autre studio. Mickey Mouse a été un succès qu'il a enchaîné avec quelques difficultés, notamment Blanche-Neige et tous les longs métrages qui lui ont succédé. Mais Walt Disney ne s'arrête pas là. Non, le mec c'est un fou furieux dans sa tête, et vous allez le voir par la suite. Les années passent, et dans les années 1940, il commence à concevoir un parc. Il en avait marre de faire des animations, le mec voulait aller encore plus loin. Il prépare un parc de loisirs. Mais à la base, ce qui est marrant, c'est que le parc était seulement destiné à ses employés. C'était même pas pour des humains. Enfin si, mais c'était pas pour des gens normaux quoi. C'était juste pour que les employés puissent y passer du temps avec leurs enfants. Mais ce parc ouvrira au public le 17 juillet 1955 en Californie. Et comme vous le savez, il est toujours ouvert aujourd'hui. Le succès de Disney est immense, on le voit encore aujourd'hui, la plupart des enfants ont tous vu de vieux classiques comme Blanche-Neige, Dumbo, La Belle au Bois dormant. Malheureusement, Walter va être coupé dans son élan. Walt Disney souffre d'un cancer du poumon qui lui est fatal. Il est déclaré mort le 15 septembre 1966, à peine 2 semaines après son 65e anniversaire. Ouais, sa vie est sympa, et sa mort, même prématurée, semble plutôt normale au premier abord. Rien de louche, mais pourtant dans tout ce que je viens de vous raconter, il y a des choses que je vous ai pas dites. Non, ce que je vous ai dit là, c'est l'histoire que tout le monde connaît. D'ailleurs, vous êtes sur une vidéo de ma chaîne principale, ce qui est plutôt nouveau. D'habitude, ce genre d'énorme documentaire, on le propose sur ma deuxième chaîne, qui s'appelle Noah comme avant. Voilà, je sais pas si vous la connaissez. Mais je me suis dit, pourquoi pas tenter de balancer un énorme documentaire comme ça sur ma chaîne principale. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse que j'en fasse plus. Bref, on continue. La vie de Walt Disney est plutôt dingue, mais quelque chose est vraiment bizarre sur son décès. Si je vous ai résumé la vie de Walt, parce qu'on soit d'accord, c'était très résumé, c'est pour que vous puissiez imaginer quel genre d'homme c'était. Il avait l'air déterminé, fan de son travail, il aimait manifestement ce qu'il faisait, mais aujourd'hui, 2 théories viennent noircir ce tableau sans doute un peu trop parfait. La première théorie serait que Walt Disney aurait un sympathisant nazi. Ouais, vous avez bien entendu, c'est assez glauque. Il a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale et tout le monde avait ses opinions à l'époque. Il faut savoir que c'était très courant comme mentalité aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a quelques faits qui pourraient le démontrer. Il a produit quelques films de propagande assez antisémites contre les juifs, notamment dans la première version des 3 petits cochons, Le Loup. Dans cette version-là, était représenté comme une caricature d'un juif, qui en voulait aux gentils petits cochons. C'était une sorte de métaphore, une métaphore antisémite. En 1937, le frère de Walt, Roy, s'est rendu à Berlin pour la promotion de Blanche-Neige, et a rencontré un certain Joseph Goebbels, connu pour être le ministre de la propagande et un proche d'Adolf Hitler. Un écrivain journaliste, Roger Faligo, a d'ailleurs affirmé que Blanche-Neige était l'un des films préférés d'Adolf Hitler, et qu'il l'avait adoré.
D'ailleurs, petit détail, les vautours que l'on voit à la fin ont les yeux de la couleur du drapeau allemand. Ouais, c'est juste un détail. Mais c'est pas tout, non, ça va bien plus loin. Et c'est même bien plus glauque. En 1938, Walt reçoit dans ses studios Leni Riefenstahl, peu de temps après le massacre de la nuit de cristal. Pour rappel, la nuit du 9 au 10 novembre 1938, des violences contre les juifs ont lieu dans toute l'Allemagne et l'Autriche. Des magasins sont saccagés, des juifs assassinés, mis à la rue. Ces violences n'ont pas été punies à l'époque, puisque l'Allemagne était déjà sous la gouvernance nazie. Et derrière, Walt reçoit la cinéaste dans ses studios, alors que tout le monde commence à s'en détourner. En gros, imaginez que tout le monde là est en train d'insulter et tu as Walt qui accueille tranquillement la cinéaste préférée dans ses studios. Surtout qu'on sait qu'au début des années 1940, Walt était opposé à l'engagement des États-Unis dans la guerre. Mais tout a changé. En 1941, au moment où les États-Unis se sont engagés dans la Seconde Guerre mondiale contre Adolf Hitler. À ce moment-là, une partie des studios de Disney sert de dépôt pour les armes. Des films de propagande anti-nazis sont créés pour sensibiliser la population. Dans les plus connus, on voit Donald travailler dans une usine où il fabrique des bombes, où il fait des cauchemars. Il est obsédé par cette guerre, par le nazisme. Il voit des croix gammées partout. À la fin, il finit par lancer une tomate à la tête d'Hitler. Alors c'est bon, Walt n'est pas du tout un pro, hein. Pas sûr de ça. Alors finalement, nazi ou pas nazi, Walt Disney, la rumeur reste quand même assez effrayante quand on voit la popularité de cet homme et de ce qu'il a produit. On descend encore un tout petit peu pour aborder la deuxième théorie sur Walt Disney. Cette deuxième théorie autour de lui est plutôt troublante, et elle va faire frissonner certains d'entre vous. Apparemment, Walt Disney serait, selon cette théorie, lié à tout ce qui était occulte, et à une pratique satanique. Ouais, je sais que là, derrière votre écran, il y en a pas mal qui ont fait « Qu'est-ce que tu racontes, frérot ?» Laissez-moi vous expliquer tout ça, parce que ça se base quand même sur quelques éléments qui sont presque tangibles. Nous allons le voir. Certaines personnes pensent que les nombreux personnages qui utilisent la magie dans les films de Disney ont été inspirés par l'esprit occulte de Walter en personne. De plus, certains le savent peut-être déjà, mais Walt Disney était un franc-maçon. Et il faisait partie de l'ordre de Demolai. Ce nom aurait été donné en l'honneur de son fondateur, un templier exécuté pour pratique de la magie noire notamment. Apparemment, Walter aurait créé le club des 33, un bar dans Disneyland uniquement pour pouvoir y pratiquer de la sorcellerie avec ses camarades. D'ailleurs, le nombre 33 attribué au club n'était pas choisi au hasard. Il représenterait les 33 degrés de rites dans la franc-maçonnerie. Donc, pour ceux qui savent pas, ce sont des rites sataniques. Des gens qui prient le diable, ouais. Donc, si on fait des rapprochements très rapides, Walt Disney aurait peut-être été satanique. Cette rumeur court depuis quelques temps maintenant, avec comme dernière preuve, le fait que ce bar n'a ouvert ses portes au public que 6 mois après la mort de Walt. Vous y croyez-vous? Perso, j'y crois pas trop à celle-ci, mais elle est plutôt intéressante quand même. Bref, entrant dans le vif du sujet. La mort bizarre de Walt Disney. Après avoir évoqué sa vie, parlons un peu de sa mort, car même celle-ci a été sujettée à une théorie qui se maintient encore aujourd'hui, et celle-ci est bien plus crédible que ce qu'on vient de voir avant. D'ailleurs, je me permets de préciser qu'on descend encore un petit peu dans l'iceberg. Ça devient alors de plus en plus sombre. D'après les rumeurs, Walter Disney aurait été cryogénisé, et son corps se trouverait sous l'attraction Pirates des Caraïbes à Disneyland en Californie. La rumeur est dingue, et avait déjà fait le tour du monde à l'époque, mais elle est revenue sur le devant de la scène avec la sortie de La Reine des Neiges, Frozen, que l'on traduit par congelé en français. Une simple coïncidence, ou y a-t-il une part de vérité là-dedans? Franchement, si c'est le cas, le mec il a vraiment pensé à tout. Mais attendez de voir la suite. Qu'est-ce que c'est la cryogénisation? En fait, c'est la conservation à très basse température, environ moins 196 degrés, de cadavres, dans l'espoir qu'un jour on puisse les faire revenir à la vie, en bonne santé pour ceux qui étaient malades. Vous faites le rapprochement? Comme je l'ai dit plus haut, Walt Disney est mort d'un cancer du poumon en 1966, et de nombreuses rumeurs ont commencé à tourner autour de sa cryogénisation. Surtout que le mec aurait vraiment eu le budget de se faire cryogéniser pour se faire ressusciter un jour. Dès 1967, ça commence. Un journaliste affirme s'être introduit dans l'hôpital où se trouvait Disney quelques heures après sa mort, et l'aurait vu dans un cylindre métallique, cryogénique, dans l'une des salles de stockage. Le souci, c'est que sur ce genre de cylindre, en réalité, il n'y a pas de vitre. Et je doute sincèrement qu'on ait autorisé un journaliste à entrer, mais c'est pas le seul témoignage qu'on a, en fait. Et c'est ça qui est un peu bizarre dans cette affaire. On en a plus. En 1969, un autre journal prédit que Walt Disney serait dégelé en 1975. Même si la fiabilité du journal en question était clairement à revoir, l'information a fait le tour du monde, comme si c'était un fait, et non une rumeur. De plus, Disney en personne aurait appelé la Cryogenic Society of California, et le président a affirmé que Disney aurait aimé être cryogénisé, mais qu'il a raté le coche. Cette même société qui cryogénisera le premier humain quelques semaines après le décès de Walt.
comme par hasard. Alors vous vous en doutez, avec ma petite équipe on a mené l'enquête, pour essayer de comprendre déjà s'il y avait vraiment son cadavre la cryogénisé sous une des attractions, et surtout si c'était vrai, parce que si c'est vrai, ça veut dire qu'à tout moment là, dans quelques années, vous avez peut-être, hop, Walter Disney qui est de nouveau en vie, et ça c'est fou. Bon, d'abord, j'ai retrouvé les mots exacts de la société que Walt Disney aurait appelé pour se faire cryogéniser, et voici ce qu'il a dit, c'est pas très rassurant. La vérité c'est que Walt a raté sa chance. Il ne l'a jamais spécifié par écrit, et lorsqu'il est mort, sa famille a refusé, préférant la crémation. J'ai moi-même vu ses cendres. Elles sont à Forest Lawn. 2 semaines plus tard, nous congélions le premier homme. Si Disney avait été le premier, ça aurait fait les gros titres du monde entier et aurait donné un sérieux coup de pouce à la cryogénie. Mais c'est ainsi. Bon, ok, lui, il nie les faits. Et sa fille, qu'est-ce qu'elle en dit? En effet, sa fille a témoigné en 1972, en disant « Il n'y a absolument aucune forme de vérité derrière la rumeur qui veut que mon père, Walt Disney, ait été congelé. Je doute même que mon père avait seulement entendu parler de la cryogénisation. » Bon, on sait que cette dernière phrase, du coup, est fausse. Malgré tous ces témoignages, la rumeur continue de tourner et beaucoup de personnes y croient encore. Vous y pensez quoi? Dites-le moi en commentaire. Les mystères sombres derrière les parcs Disney. Tout comme Walt, les parcs Disney ont aussi leur lot de théories étranges et effrayantes, dont on va parler tout de suite. C'est assez affolant, vous allez voir. D'abord, on a découvert que Walt Disney avait un appartement à Anaheim, en Californie, directement dans le parc Disneyland. Mais depuis sa mort, cet appartement serait hanté par Walter en personne. C'est une des rumeurs qui tourne sur l'un de ces parcs. Mais attendez, hein, c'est pas juste une rumeur, on a pas mal de témoignages et c'est ça qui est plutôt intéressant. Au départ, ce sont des employés qui ont commencé à avoir peur quand ils ont vu des lumières s'allumer toutes seules. Puis c'est sa famille qui a dit ressentir des choses étranges dans l'appartement. Les rideaux auraient bougé tout seuls, les membres auraient frissonné alors qu'il n'y avait rien, ni personne. On aurait pu croire un courant d'air, mais les témoins sont formels. Tout était fermé. Il n'en a pas fallu plus. La rumeur que l'esprit de Walt hanterait les lieux a vite fait le tour, et beaucoup de personnes vont sur ces lieux parce qu'ils y croient. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que des apparitions et des bruits de pas se feraient entendre, notamment sur l'attraction Pirates des Caraïbes. Vous savez l'endroit où est censé être cryogénisé son corps. Mais apparemment, cela s'expliquerait par le décès de plusieurs employés sur le parc, lors de sa construction. Ce serait d'ailleurs à cause de ces 2 premières rumeurs que l'interdiction de mourir aurait été mise en place à Disneyland. Le parc serait déjà trop hanté, alors personne ne doit y mourir à nouveau. Ouais, il y a littéralement une interdiction de mourir là-bas. Genre si tu sens que tu vas mourir, tu pars en courant, d'accord? Tu meurs pas là-bas. Mais les rumeurs sombres derrière les parcs Disney ne s'arrêtent pas là. Une autre rumeur bizarre court sur cette même attraction Pirates des Caraïbes. Décidément, elle est partout. Apparemment, certaines rumeurs disent que des vrais squelettes se trouveraient dans l'attraction. Et c'est une théorie fondée cette fois. Quand l'attraction a été construite, les accessoiristes ne sont pas parvenus à créer des os très convaincants. Et ça aurait été très dommage. Mais malheureusement, les technologies de l'époque ne permettaient pas du tout de faire l'illusion de faux os. Du coup, c'est le département de médecine de l'UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles, qui a fourni de vrais squelettes pour cette attraction. Les squelettes auraient appartenu à des personnes qui auraient donné leur corps à la science. Depuis, Disney a bien entendu confirmer que tous les squelettes ont été remplacés par des faux. Mais ça n'empêche qu'à l'époque, il y a des vrais gens là qui faisaient une petite attraction sur des vrais cadavres comme ça. Hop là, bonjour les squelettes, c'est super n'est-ce pas? Très bizarre. Les crânes et les os qu'on voit seraient des vrais. Cela se verrait à leur couleur plus sombre que celle des autres. Beaucoup se demandent à qui appartenaient ces os, mais bien entendu, personne ne le sait vraiment. C'est quand même fou de se dire qu'il y a des gens là qui sont morts et qui voulaient donner leur cadavre pour la science, mais dont leurs os ont juste servi à être sous un parc Disney. Bref, assez parlé des parcs. Abordons maintenant les dessins animés Disney. Ouais, parce qu'il y a des choses à dire dessus, et on descend encore un petit peu dans l'iceberg. Oui, avoir des vrais cadavres et des vrais os sous une attraction, c'était pas assez sombre à mon goût. Non, j'avais envie de plus, j'avais envie de trouver des choses encore plus sombres derrière Disney. D'ailleurs, le sujet des histoires sombres derrière les dessins animés Disney, je l'avais déjà abordé dans une vidéo. La vidéo est sortie il y a 3 ans, mais peut-être que vous l'avez déjà vu. Et malheureusement, les histoires étaient tellement sombres que je pouvais pas les mettre au début de la vidéo. C'est pour ça que là, vous êtes presque au milieu de la vidéo et que vous arrivez seulement maintenant sur les dessins animés Disney. Commençons simplement avec Blanche-Neige. Alors qu'elle chante, elle rencontre un prince qui tombe amoureux d'elle. Mais comme la reine, la méchante, a assisté à la scène, elle va demander à son miroir magique qui est la plus belle du royaume. Mais le miroir veut lui répondre qu'il s'agit de Blanche-Neige. Folle de jalousie, elle demande à son chasseur d'emmener la princesse dans la forêt et de la tuer. C'est un peu glauque hein, quand on y pense quand même, mais ça va. Le chasseur emmène donc la princesse, mais il n'y arrive pas à la tuer. Alors, il lui dit de s'enfuir dans la forêt. La peur lui fait imaginer toutes sortes de monstres et autres créatures qui la fixent. En réalité, il s'agit des animaux de la forêt qui la conduisent dans une chaumière où elle pourra se reposer. Mais la maisonnette est habitée. Pendant ce temps, 7 nains qui travaillent à la mine rentrent chez eux. Et chez eux, c'est cette maison dans les bois. Ils finissent par rencontrer Blanche-Neige qui leur raconte ses mésaventures et ils acceptent de la garder avec eux. Pendant ce temps, la reine redemande à son miroir qui est la plus belle. Il lui répond que c'est Blanche-Neige. Et d'ailleurs,
que Blanche-Neige est toujours en vie. La reine devient furieuse et elle décide de tuer la princesse elle-même. Pour ça, elle crée une potion afin de s'enlaidir, afin de lui offrir une pomme empoisonnée. La pomme empoisonnée a une faille. Blanche-Neige pourrait être réveillée par un baiser d'amour. Mais la reine estime qu'il n'y a aucun danger et qu'elle sera enterrée bien avant. La princesse fait entrer la vieille femme et elle se fait avoir par ses mensonges. Elle croque dans la pomme empoisonnée et Blanche-Neige meurt. Les nains, prévenus par les animaux, reviennent en pourchassant la reine alors que l'orage gronde. Mais l'orage la tuera, car un éclair frappe la falaise où elle se trouve et elle tombe dans le vide. Sauf que malheureusement, Blanche-Neige est morte. Comme ils ne parviennent pas à l'enterrer, les nains lui construisent un cercueil de verre. C'est là qu'arrive le prince. Mais quand il la voit morte, il lui donne un baiser d'adieu, avant de pleurer. Ouais, tu l'as compris, c'était du coup pas un baiser d'adieu, mais un baiser d'amour. La princesse se réveille, tout le monde est heureux, et le prince l'emmène dans son château, sur son beau cheval blanc. C'est une belle histoire, pas vrai? Mais quand on regarde bien plus profond, le conte original de Blanche-Neige est beaucoup plus sombre que ça. Chaque jour, avant d'aller à la mine, les nains mettent en garde Blanche-Neige et lui demandent de n'ouvrir et de ne parler à personne. Ils savent très bien qu'à un moment ou un autre, la reine saurait que la jeune fille est en vie. Et ils avaient raison. Et devinez quoi? La princesse, beaucoup trop naïve, ne s'est pas laissée avoir une fois, comme dans l'histoire remasterisée. Non. Dans le vrai conte de Blanche-Neige, elle s'est fait avoir 3 fois. La première fois, la reine, la méchante, se déguise en vieille marchande de lacets. Elle en propose un à Blanche-Neige, qu'elle accepte. Mais quand la vieille femme lui resserre son corset, elle a la respiration coupée et elle tombe inconsciente. Quand les nains entrent et la trouvent, ils lui coupent le ruban et Blanche-Neige peut à nouveau respirer. Évidemment, la reine l'apprend, alors elle met en place un nouveau stratagème. Elle se déguise encore une fois en marchande et va cette fois vendre un peigne à Blanche-Neige, qui accepte bien sûr. Et comme le peigne est empoisonné, Blanche-Neige tombe dans les pommes, encore une fois. Et les nains la sauvent une seconde fois en enlevant le peigne de ses cheveux. Déjà juste, est-ce qu'on peut mettre pause 2 secondes sur le fait que Blanche-Neige est beaucoup trop naïve, hein? Ce qui est encore plus fou là-dessus, c'est que Blanche-Neige va se faire avoir une nouvelle fois. La reine va cette fois se déguiser en paysanne et elle a empoisonné la moitié d'une pomme qu'elle va partager avec Blanche-Neige. La jeune fille perd conscience encore une fois, mais cette fois les nains ne parviennent pas à la réveiller. Elle est donc morte. La suite vous la connaissez, le cercueil, le prince la trouve, sauf que il ne l'embrasse pas. Il en tombe amoureux et décide de ramener le cercueil dans son royaume, ce que les nains acceptent. Mais en marchant, l'un des porteurs va trébucher et le morceau de pomme va se déloger de la gorge de Blanche-Neige, qui revit. Heureux, le prince va la demander en mariage, ce qu'elle accepte. Ouais, c'est très bizarre, vraiment, ils sont en train de porter un cercueil, il tombe, et en fait ça va pousser sur le ventre de Blanche-Neige et elle va cracher la pomme qu'elle a mangée. C'est pas ouf déjà, on est d'accord. Mais c'est pas fini. La reine de son côté est heureuse et persuadée que Blanche-Neige est morte. Elle est bien entendu invitée au mariage du prince et du royaume voisin. Mais quand elle y va, elle se rend compte que la princesse épouse n'est autre que Blanche-Neige en personne, qui la reconnaît aussi. Sauf que la condamnation qu'on va donner à la reine est plutôt effrayante. En fait, la reine est condamnée à danser avec des souliers en fer chauffés à blanc. C'est littéralement du fer chauffé que tu mets dans un feu et qu'on met sous les pieds de la reine. Et la reine va succomber à ses souffrances. Ce qui est encore plus bizarre dans tout ça, c'est que le conte va décrire avec particulièrement beaucoup de détails la manière dont la reine va souffrir. C'est presque méthodique. Il va expliquer à quel point la reine va d'abord avoir mal aux pieds, puis va ressentir des souffrances dans son ventre, puis va sentir tout son corps devenir de plus en plus chaud et brûlant. Bref, ça va beaucoup trop loin pour un conte pour enfants, vraiment. Descendons encore un peu dans l'iceberg pour aborder le dessin animé. Réponse. Ou plutôt l'histoire sombre derrière ce dessin animé. Tout commence par une goutte de soleil qui tombe sur Terre et engendre une fleur magnifique. Elle est trouvée par la mère Gothel, une femme mauvaise qui s'en sert alors pour retrouver sa jeunesse. Il lui suffit pour ça de chanter. Mais dans le royaume, la reine qui est enceinte tombe gravement malade. Rien ne peut la soigner. Les gardes du roi partent à la recherche d'un remède et trouvent la fleur. Une potion est alors donnée à la reine qui guérit. À la naissance de leur fille, qui a de magnifiques cheveux dorés comme la fleur, ils sont heureux et ils lancent une lanterne dans le ciel. Mais la mère Gothel, furieuse, pénètre dans le château et essaie de voler une mèche de cheveux de la petite fille. Mais les pouvoirs magiques de la fleur s'éteignent si les cheveux sont coupés. Elle enlève alors à la petite, qu'elle enferme dans une tour dont elle n'a pas le droit de sortir. Réponse, c'est alors elle, cette petite fille, et elle grandit auprès de cette femme horrible. Elle pense d'ailleurs qu'il s'agit de sa mère. Ses cheveux ne sont jamais coupés. La seule compagnie de la jeune fille est un petit caméléon qui s'appelle Pascal. C'est un nom très bizarre pour un petit caméléon, j'avais oublié qu'il s'appelait comme ça. Mère Gothel, la mère horrible, a appris la chanson qui guérit à Réponse, et elle a juste à lui brosser les cheveux pour rajeunir. Réponse a développé une passion pour la peinture, et tous les ans, elle admire les lumières qui s'élèvent dans le ciel. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il s'agit en réalité de lanternes, lancées par la ville d'où vient Réponse, notamment le roi et la reine, dans l'espoir de voir revenir leur fille disparue. Mais sa mère de substitution, bien sûr, hein, c'est pas sa vraie mère, refuse catégoriquement, sachant qu'elle l'a kidnappée, hein, ce qui est plutôt normal. Un jour, un certain Flynn Rider
Ryder, accompagné par ses deux acolytes, les frères Stabington, volent la couronne de la princesse. Ils fuient dans la forêt où Flynn trahit les deux frères et trouve par hasard la tour de Réponse, où il monte se cacher. Mais il est assommé par Réponse, qui le cache dans son armoire et cache la couronne. Au même moment, Mère Gothel arrive. Réponse lui demande de la peinture de coquillage pour son anniversaire. Et même si cela lui demande 3 jours de route, Mère Gothel accepte. Une fois sa mère partie, elle interroge Flynn Rider et insiste pour qu'il l'emmène voir les lumières en échange de la couronne, ce qu'il accepte, seulement pour récupérer ce qu'il a volé. Réponse est tourmentée par sa trahison, mais trop heureuse d'être enfin libre. Flynn veut absolument se débarrasser d'elle, alors il l'emmène dans un repère de brigands, mais la mère Gothel croise Maximus, sans cavalier. Elle part à sa recherche, après avoir trouvé la couronne et un avis de recherche sur Flynn. Flynn et Réponse se réfugient dans une grotte, mais ils sont coincés. Ils savent qu'ils vont finir noyés. Alors Flynn avoue à Réponse qu'il s'appelle en réalité Eugène Fitzherbert. Réponse lui avoue alors que ses cheveux brillent quand elle chante, et réalise que ça peut leur sauver la vie. Alors quand l'eau les submerge, elle chante, et la lumière leur permet de trouver un passage. De son côté, Gothel rejoint Réponse et lui dit que Flynn la laissera tomber quand il aura la couronne. Le lendemain matin, ils se rendent dans la capitale et croisent Maximus qui cherche toujours Flynn. Mais le cheval est charmé par Réponse, qui le convainc de laisser Flynn tranquille jusqu'à ce qu'elle puisse voir les lanternes. Le soir même, ils sont sur un bateau où ils s'avouent leur attirance. Flynn offre une lanterne à Réponse pour qu'elle puisse participer au spectacle. Elle lui donne la couronne, mais il a l'air de s'en moquer. De retour à la tour, Réponse réalise qu'elle est l'enfant disparu. Flynn avoue alors son amour à Réponse avant de s'effondrer. Après ça, il peut enfin l'emmener au palais pour qu'elle puisse enfin rencontrer ses parents. L'histoire de ce film Disney est superbe et a ému beaucoup de personnes. Mais le conte, lui, est bien différent. En réalité, le conte, derrière Réponse, cache une partie vraiment sombre. C'est en réalité un conte des frères Grimm, comme Blanche-Neige. Sauf que derrière, se cache un truc vraiment chelou. L'histoire originelle parle d'un couple qui voulait absolument avoir un enfant. Il vivait près du jardin d'une vieille sorcière. La femme est tombée enceinte, et un jour, a demandé à son mari de lui ramener de la réponse, un légume très consommé à l'époque. Comme le jardin de la sorcière déborde de ses plantes, il va en chercher. Mais il est pris en flagrant délit par la sorcière qui lui demande de lui donner son bébé en échange de la réponse. Le jour où la femme accouche enfin d'une petite fille, la sorcière apparaît et l'emmène avec elle, en lui donnant le nom de Réponse. Quand elle a eu l'âge de 12 ans, la jeune fille a été enfermée dans une haute tour. Un jour, alors qu'il passait, un prince a entendu Réponse chanter et il a été charmé par sa voix. Il s'est rapproché pour l'écouter et a décidé de venir autant qu'il le pouvait pour l'entendre chanter. C'est là, alors qu'il était caché, une fois que la sorcière est partie, il a demandé à Réponse de lui lancer ses cheveux. Une fois en haut, Réponse a été effrayée de voir cet inconnu, mais il lui a assuré qu'il l'aimait. Au final, elle a cru et il lui a demandé de la soie pour qu'elle puisse descendre et le suivre. Ouais, à la base, c'est un conte plutôt classique où on a un prince qui va monter, grimper avec les cheveux, bon c'est un peu bizarre, et ensuite il va l'aider à descendre. C'est trop cool, hein? Malheureusement, un jour, Réponse évoquera les visites du prince devant la sorcière, qui se met dans une rage folle. Elle coupe les cheveux de Réponse et l'abandonne. Elle attache les cheveux à la fenêtre pour tromper le prince, qui monte sans hésiter. En arrivant, la sorcière lui annonce qu'il ne reverra jamais la jeune femme, et coupe les cheveux alors que le jeune homme est toujours accroché. C'est là que le prince va tomber dans un buisson d'épines. Les épines vont lui crever les yeux. Ouais, il y a 2 grosses épines là qui vont lui planter dans les yeux, donc il verra plus rien et il y aura du sang partout. On le rappelle, c'est un conte pour enfants de base. Pendant des années, le prince va errer, aveugle, mais un jour, il entend une voix qu'il connaît très bien. Réponse se jette en pleurant dans ses bras, et ses larmes guérissent les yeux du prince. Il emmène alors Réponse dans son royaume, où le père le croyait mort. Quand son fils lui expliquait son histoire, il a envoyé les gardes chercher la sorcière, et l'a fait exécuter. La sorcière est pendue. Ouais. C'est plutôt sombre, sachant qu'on est dans une histoire Disney de base. On est d'accord, hein? Autant pour Blanche-Neige, on a la reine qui meurt avec les pieds brûlés, autant là, on a un prince qui se fait crever les 2 yeux. Puis, on a la grande méchante qui se fait pendre. Et ce qui est assez marrant quand même et plutôt surprenant, c'est qu'à chaque fois, quand Disney a réadapté l'histoire originale, ils ont changé la mort du méchant, parce que la mort était trop violente. Ce qui peut se comprendre, hein. Le dernier dessin animé dont je vais vous parler, c'est Pocahontas. Lui aussi cache une histoire vraiment troublante. Un navire prend le large vers le Nouveau Monde, l'Amérique, avec à son bord le chef détestable, Ratcliffe, et John Smith, un aventurier qui veut découvrir le monde. Pocahontas, elle, est une jeune indienne très énergique, mais son monde s'écroule au retour de son père qui lui annonce qu'il veut la marier au meilleur guerrier du village, Kokum. La jeune fille ne veut pas se marier avec lui, car elle le trouve trop strict et sévère. Elle demande alors conseil à grand-mère Feuillage, un esprit de la nature qui conseille de suivre son cœur. Lorsque les colons arrivent, ils se mettent à creuser à la recherche d'or. Pendant ce temps, John rencontre Pocahontas. Ils font connaissance. Pendant ce temps, les Indiens ont décidé d'espionner les colons et qui finissent par les remarier. S'ensuit un combat où l'un des Indiens est gravement blessé par une balle. Le chef, qui est le père de Pocahontas, déclare que les hommes blancs sont dangereux. Pocahontas continue de voir John Smith, qui est un homme blanc, et il lui fait comprendre qu'il y a d'autres pensées que celles des colons. De son côté, le chef anglais, désespéré de ne pas trouver d'or, après une discussion avec son valet, il pense que les Indiens ont trouvé l'or mais qu'il refuse de le partager. Comme Pocahontas
ne sait pas ce que c'est, il lui montre et elle lui annonce qu'il n'y a pas d'or sur ces terres. Grand-mère Feuillage apparaît alors à John et lui approuve le choix de Pocahontas. John essaie de convaincre les autres que les Indiens ne sont pas des ennemis. Les deux amoureux se retrouvent près de Grand-mère Feuillage, mais ils ne savent pas comment éviter le combat. L'esprit de l'arbre les fait réfléchir sur l'importance de la communication et de ne pas baisser les bras. John accepte d'aller voir le chef du village indien et les deux amoureux s'embrassent enfin. Mais ils sont observés, d'un côté par Thomas qui a suivi John et de l'autre par Kocoum qui, poussé par Nakoma, est parti à la recherche de Pocahontas. Jaloux, l'Indien attaque John. Pocahontas essaie de l'aider, mais rien à faire, il est déterminé. Thomas cherche à aider son compagnon et arme son fusil avant de tirer. Il atteint Kocoum qui arrache le collier de Pocahontas avant de mourir. John ordonne à Thomas de partir avant d'être arrêté par les guerriers indiens sans explication. Tout le monde pense alors que John a tué Kocoum. Alors il est condamné à mort. Grâce à Nakoma, elle peut voir John attaché à un poteau dans une tente dans l'attente d'être exécuté. Mais alors qu'il va pour abattre sa masse sur la tête de son prisonnier, Pocahontas se jette sur John et annonce à son père qu'il devra la tuer s'il veut atteindre John. Elle le fait raisonner et il finit par admettre qu'elle a raison. Tous, indiens comme anglais, assistent à cette scène touchante et baissent les armes, sauf Ratcliffe qui veut son or. Mais comme personne ne suit, il tire sur le chef indien. John s'interpose et est blessé. Après ça, il est capturé par les Anglais et emprisonné dans le bateau. John, gravement blessé, doit aussi repartir pour l'Angleterre. Mais avant de partir, Pocahontas arrive avec des Indiens de sa tribu pour lui offrir de quoi manger pour le retour. John demande à Pocahontas de venir avec lui, mais elle refuse car son peuple a besoin d'elle. Il échange un dernier baiser d'adieu avant que John soit transporté sur le bateau. Elle court sur la falaise pour voir le bateau partir au loin. L'histoire est plutôt belle et plutôt touchante, n'est-ce pas? Mais rien à voir avec la réalité. Non, car oui, cette fois, ce n'est pas un conte, mais bien une histoire vraie. Ouais, Pocahontas est basée sur une histoire vraie, pour ceux qui savaient pas. On pense que Pocahontas est née aux alentours de 1595. C'est la fille du chef de la tribu de Powhatan, née sous le nom de Matoaka. Pocahontas n'est qu'un surnom. Alors qu'il n'a que 12 ans, le chef fait capturer un explorateur du nom de John Smith et le condamne à mort. Mais la jeune fille s'interpose et le père accepte de le laisser en vie. Vous vous doutez bien que, vu la grande différence d'âge, il n'y a pas vraiment eu de romance entre eux. Ouais, la jeune fille n'a que 12 ans à ce moment-là. C'est très bizarre, hein. Une colonie a été créée près de la tribu de Powhatan, la colonie de Jamestown. Ravagée par les épidémies et le froid, les Indiens les aident en leur donnant de la nourriture. Mais il y a des tensions, et les Anglais capturent Pocahontas. Elle est obligée de s'habiller comme une Européenne, à apprendre la langue, et elle est convertie au christianisme. On change même son nom en Rebecca. Pocahontas s'est appelée Rebecca à un moment donné. Un colon, appelé John Rolfe, tombe amoureux d'elle et la demande en mariage, chose qui est acceptée pour apaiser les tensions. Ils auront un fils qu'ils appelleront Thomas. Mais le tableau, plutôt beau, va s'arrêter très vite. En 1616, elle est emmenée en Angleterre et présentée à la cour comme princesse indienne. Pour tous les Anglais, c'est une princesse exemplaire qui a renoncé à sa condition de sauvage pour devenir chrétienne. Mais en réalité, Pocahontas est malheureuse. Elle ne s'habitue pas à l'Angleterre et elle finit par tomber gravement malade. Elle meurt probablement d'une dysenterie le 21 mars 1617. On sait pas si elle est morte ou si elle s'est suicidée. Nous sommes en bas de l'iceberg et Pocahontas, l'un des plus beaux contes pour enfants que vous avez peut-être vu, s'est en fait suicidé. On est bien loin du conte de fées dépeint par Disney dans le dessin animé. Bien sûr, je t'appelle que tu peux cliquer sur ton écran pour continuer à passer la soirée avec moi et regarder une autre vidéo. D'ailleurs, on produit d'autres documentaires dans ce style sur ma deuxième chaîne qui s'appelle Noah comme avant. L'une de ces vidéos s'affiche là sur ton écran. Pour les autres, passez une excellente soirée. C'était Noah, ce fut un plaisir. Et j'ai vraiment adoré vous raconter ça. Ciao.